Bienvenue donc à ce nouveau numéro des temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Et aujourd'hui, donc, nous sommes ravis de vous retrouver avec Alexa. Bonjour Alexa. Bonjour à tous, bonjour Christine. Eh bien, donc aujourd'hui, nous vous proposons de redécouvrir l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier. Et c'est aussi l'organisme paritaire collecteur agréé, donc de la fonction publique hospitalière. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Vincent Testery, délégué territorial. Bonjour Monsieur Testery. Bonjour à toutes et tous. Alexa, je te laisse prendre la suite. Oui, bonjour à notre invité. Donc, comme d'habitude, quelques petits rappels sur l'organisation. Donc, comme vous le savez, si vous nous suivez habituellement sur les temps forts, donc, l'événement est enregistré. Vous aurez accès à un replay d'ici quelques temps sur le site de Amphore. Vous aurez également accès à une petite infographie de synthèse, qui sera réalisée sur la base des échanges, qui auront lieu ce matin. Vous pouvez aussi, interagir avec notre invité. Donc, l'objectif, c'est de poser vos questions, de faire vos retours dans la rubrique de chat que vous avez dans votre barre de tâches en bas. Et puis on va reprendre des temps de questions-réponses, sur la fin du webinaire de manière à pouvoir, rebondir sur vos interrogations. Très bien, merci Alexa. Alors bien, je vais donner la parole à Monsieur Testori et donc, à travers ma question, c'est qu'est-ce que la NFH, son rôle, ses missions et quels sont les axes, stratégiques de la NFH? Je vais essayer d'y répondre et de le faire dans le temps imparti. Je vais commencer par vous partager D'accord. Thor. Donc là, oui. Alors la NFH, alors déjà je vais me présenter, on va commencer par le début. Donc je suis Vincent Testori, je suis, délégué territorial et de manière tournante délégué régional puisqu'à la NFH la mission, de délégué, régional, est de 4 ans. Ce n'est pas un métier, c'est une mission qui est confiée aux délégués territoriaux sur l'ensemble de la région. Ce qui fait qu'en fait, on peut être délégué régional, en fait, à tour de rôle. Ça permet aussi d'apaiser certaines tensions, politiques, pour le rapprochement de la loi NOTRe. Je ne fais pas le détail. Hem, la NFH donc, s'est construite, en 74 et sans attendre en fait la transposition de la loi de 71. Avec, un statut qui n'a pas été qui a pas été celui d'OPCA, en fait, tout de suite, puisqu'on est arrivé bien après la loi quinquennale. Alors oui, c'est aux alentours de 93-94 pour tous les OPCA qui sont maintenant devenus OPCO, puisqu'ils étaient sous agrément du ministère, du Travail, et nous n'avons pas été, nous, transformés en OPCO, pour la simple et bonne raison que nous sommes agréés par le ministère de la Santé. Et comme nous sommes arrivés bien plus tard, nous sommes en réalité aujourd'hui le dernier agréé et le seul qui reste. Donc les valeurs fondatrices de l'ISH, vous sont affichées. Solidarité, parité, proximité. Donc, la NFH évidemment œuvre à un partage d'expériences, à une mutualisation de fonds, à la mise en commun de connaissances. Le paritarisme, ça c'est une valeur forte et qui reste en fait la spécificité de la NFH, puisque nous avons un paritarisme de proximité. Et ce paritarisme, s'exerce sur 2 niveaux. Un niveau régional qui a vocation à décider de l'ensemble de la politique à mener pour la région, et un niveau territorial qui tient compte des spécificités territoriales pour éviter que le tout soit dans le tout. Je vais vous donner en fait, pour exemple, Bourgogne-Franche-Comté au niveau des établissements. En Bourgogne, c'est 118 si, je me réfère aux derniers, indicateurs, puisqu'en fait, il y a toujours des directions communes et des établissements qui sont gérés par le même directeur. 118 établissements, 66 EHPAD autonomes. Donc plus de la moitié de nos établissements adhérents, en Bourgogne du moins, sont des établissements médico-sociaux. En Franche-Comté, on doit avoir 38 établissements au dernier compte, et un peu moins de la moitié en fait, sont des établissements médico-sociaux. Ce qui veut dire que l'offre et la politique qui est menée, elle est évidemment, médico-sociale pour plus de la moitié, en fonction des établissements qui se trouvent sur le territoire bourguignon, un peu moins puisque les établissements sont de plus grande taille sur le territoire franc-comtois, et ce qui fait qu'on n'a pas du tout, enfin si, on a la même offre, mais on la décline pas de la même manière. En fait, on s'adapte à la typologie de nos établissements.
de façon à répondre à leurs besoins. Alors je vous ai fait une slide avec beaucoup de lectures, j'en suis désolé. C'est le rapport d'activité 2023 qui, heu, nous donne en fait ces éléments. Alors c'est des éléments quand même assez intéressants puisqu'on peut retrouver que le taux d'accès à la formation du personnel hospitalier de 54,10, ce qui est en fait très largement supérieur à ce qu'on pouvait, rencontrer dans les autres cas et je suis même pas sûr en fait que maintenant qu'ils sont à OPCO, on ait, la possibilité d'afficher 54 en fait des agents qui soient, formés, tous les ans. Alors voilà, vous avez en fait, des indicateurs. Ce qui est intéressant, alors je peux pas zoomer parce que j'arriverai pas forcément à le reprendre. Si, je peux peut-être zoomer. Attendez, bougez pas, je vais zoomer ça. Répartition des départs en formation par catégorie, c'est quand même intéressant. On constate quand même, 2021-2022 une, réduction significative, des catégories, C ou B. Ça, la modification, elle est liée en fait, enfin la réduction des départs là, vous voyez bien que les 2 parties, rose-violette, diminuent. C'est parce que les agents de catégorie C qui étaient en fait des aides-soignants, sont passés catégorie B et donc du coup, ils sont topés depuis qu'ils sont catégorie B, en tant qu'agents formés catégorie B et plus catégorie C. Ça explique qu'on les retrouve moins. C'est pas qu'on fait moins d'efforts sur les catégories C, bien au contraire, mais comme il y a une part significative des agents qui sont passés catégorie B, forcément, ça se ressent dans les chiffres. 1 19 893 heures, non, pas au départ, pardon, en formation, donc ce qui est énorme, et plus de 400, alors il faut que je zoome parce que je vois pas tout, en fait, sur la salle, j'imagine que vous ne le voyez pas non plus. Voilà, plus de 460 000 cas de départ, de formation, c'est pas très lisible, j'en suis désolé. J'essaierai de vous faire, en fait, un document qui soit plus lisible la prochaine fois. Alors, je vais passer directement dans le dur et j'en suis désolé, c'est une nébuleuse. Hem, les dispositifs de formation que nous gérons à la NEFACH, alors nous nous référons, en fait, à la loi, à la loi HPTV, donc en fait, heu, le les dispositifs de formation que vous rencontrez en fait, au niveau de la fonction publique hospitalière ne se retrouvent pas forcément dans le public, dans le privé pardon, ne se retrouvent pas non plus en fait sur les autres, fonctions publiques et ceux qui sont finalement, identiques, dans la sémantique entre le privé ou public, par exemple, le la VAE, le bilan de compétences, ou le CPF, ne sont pas non plus en fait à l'identique au fait du privé. Alors ce qui pose plein de problèmes, parce qu'en fait on avait déjà le DIF qui était pas du tout en fait à l'identique du privé fut un temps et qui, posait des difficultés notamment sur les mobilités entre les agents, qui passaient dans le privé ou les gens du privé qui passaient dans le public, avec le portage du DIF et depuis qu'on a le CPF, en fait, c'est tout à fait la même chose. En fait, on n'a pas du tout, les mêmes règles que, le privé, puisque le CPF dans le privé, comme vous le savez, est monétisé et pas du tout au sein de la fonction publique hospitalière, puisqu'on est encore à 150 heures. Donc je vais vous faire une lecture, de gauche à droite, ce qui est pas forcément, enfin c'est un arbitrage, mais moi j'aurais commencé plutôt par le plan, mais je vais vous faire la lecture en fait du schéma que vous avez en fait, devant. Donc le dispositif Fonds mutualisés aux études promotionnelles, le FMEP, a qu'une seule vocation, c'est de financer en fait les études promotionnelles. C'est en fait les diplômes qui sont inscrits dans le décret, il doit y en avoir 23 maintenant aujourd'hui et qui permettent en fait, d'évoluer dans sa vie professionnelle pour, occuper un emploi et un emploi souvent de soins, qui est un emploi, réglementé. On ne peut pas évidemment soigner les gens sans avoir en fait la sécurité d'avoir été formé préalablement. À la quelques exceptions près, on a des faisans fonction, mais qui ont quand même en fait des compétences, qui ont été, validées et établies. Donc le fonds mutualisé aux études promotionnelles, ça représente 0,6 de la masse salariale. Les cotisations sont toujours, comme c'était le cas du temps des OPCA de privé et ça l'est encore pour nous, calculées sur les masses salariales des établissements, donc 0,6 de la masse salariale de l'établissement au titre du fonds mutualisé aux études professionnelles. C'est du fonds mutualisé pur, c'est-à-dire qu'en fait, on ne considère pas la cotisation qui nous a été versée,
Alors on la considère dans le sens où il faut qu'elle soit à jour, mais au-delà de ça, on ne regarde pas le montant qui nous a été versé et ça nous permet de prendre en charge une étude promotionnelle dans la limite de 80. Ça, c'est une décision paritaire spécifique à Bourgogne-Franche-Comté. 80 en fait du coût du diplôme et les 20 restants sont laissés à la charge de l'établissement en cofinancement au titre du plan. Pourquoi on a pris cette décision-là? Puisque le volume, en fait, qui nous est présenté chaque année, sur les demandes d'études promotionnelles est très fortement supérieur, en fait, à nos capacités financières. On a aujourd'hui, en fait, un tel volume de demandes qu'on ne saurait pas y faire face si on n'avait pas un principe de cofinancement. Donc ça marche plutôt bien puisque les établissements, arrivent à les encaisser, ces 20. Et ça a permis en fait d'augmenter pour ce qui est de la Bourgogne, heu, de 100 dossiers, de 100 demandes en fait supplémentaires de ce qu'on aurait pu faire si on n'avait pas demandé de cofinancement et c'est, de l'ordre de 60 dossiers en Franche-Comté. Donc on a 160 dossiers, 160 départs de plus qu'on finance par ce principe de, cofinancement, sur une règle de 80-20 qui est pas sortie d'une boîte à chapeau, hein. Ce 80-20, c'était le constat que nous faisions en fin d'année sur les fonds plans qui, restaient disponibles, en gestion et qui étaient, corrélés à des annulations, à des incapacités de départ en formation de la part des agents qui étaient pressentis. Parce que, obligation de service, on a des trous dans la raquette au niveau de l'effectif et qu'il faut bien avoir quelqu'un en face du patient et donc du coup, on n'a pas pu absenter le stagiaire et le fait d'avoir annulé, en fait, cette participation fait qu'il est resté du disponible et ça tournait aux alentours de 20 de la fin de l'année qui était converti en traitement. Sur le 2-1, c'est le plan formation. Alors, c'est le plan formation, mais c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que la cotisation est bien de 2,1 de la masse salariale. Pour autant, il y a une répartition après, qui se fait par la NFH sur des fonds mutualisés et un taux de retour minimum garanti de 83 sur le plan de formation. Alors je m'explique, je vais toujours lire de gauche à droite. Le FQ et CPF qui représentent 7,1 au sein du 2-1. C'est un fonds mutualisé, ça veut dire fonds de qualification et du compte personnel de formation. C'est la réponse que l'ANFH a trouvée sur les modalités de financement, du CPF puisqu'il n'y avait pas on parlait de 150 heures. Alors 150 heures, ça veut dire quoi? Si on considère qu'une heure est égale à 1 €, ça veut dire qu'on prenait en charge 150 € par diplôme, ce qui est complètement ridicule et on avait évidemment des limites à poser, un montant par rapport à une heure, puisque en fait, on prenait le risque de ne pas avoir, la possibilité de couvrir tous les diplômes, puisqu'on est sur du qualifiant dans ce dispositif-là, qui nous était présenté. Donc on a complètement feinté en fait cette question. On est sur une logique de mutualisation, on ne regarde pas combien d'heures l'agent, a. On lui fait consommer ses droits, CPF dès lors qu'il demande à bénéficier d'une action de formation diplômante qualifiante inscrite RNCP au titre du FQ-CPF et on la finance intégralement sans nous soucier de s'il a 50 heures, 100 heures ou 150 heures et du montant en fait que représente en fait le diplôme puisque, les diplômes n'ont pas le même coût en fonction des durées. Donc, pour éviter d'avoir à créer des iniquités, on prend en charge le diplôme qui nous est présenté en consommant les droits, CPF de l'agent, mais on ne s'attarde pas à combien il y en a et combien ça coûte. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est open bar, hein, ça c'est limité, évidemment à une enveloppe globale et on arrive plutôt bien à la gérer puisque, je vais y venir après, vous le verrez sur le 4. On fait un transfert, du 4 régional qui est un peu plus à droite, vers le FQ-CPF pour augmenter en fait l'enveloppe dès lors qu'on a, un volume plus conséquent que l'enveloppe disponible. La deuxième partie, donc en se décalant sur la droite, c'est le plan de formation. 83 comme je l'ai dit, de taux de retour. C'est-à-dire que l'établissement se voit afficher une logique de compte qui n'est pas en fait, le je dirais, le fonctionnement d'un OPCR, mais il faut bien que l'établissement ait une donnée sur laquelle il peut, s'accrocher pour savoir, combien il peut engager de dépenses de formation dans l'année. Donc on lui dit: «Bah, à minima, vous pouvez engager jusqu'à 83 de formation, 80 de vos cotisations de formation et si vous voulez faire plus, là, vous serez en fait obligé de rentrer dans des logiques de mutualisation. C'est en fait de vous solliciter pour qu'on puisse mobiliser de la mutualisation et vous accompagner jusqu'à, parfois, 150 en fait des cotisations. C'est le principe d'une mutuelle
Nous ne sommes pas une mutuelle de santé, c'est une mutuelle de formation, fonctionnons exactement de la même manière. Nous avons des règles qui sont préétablies par les partenaires sociaux sur la prise en charge. La mutuelle vous dira, bah, c'est 400 du plafond de la sécu, sur les lunettes, par exemple. Nous, on dit, bah, sur le plan de formation, on vous donne 83, mais si vous avez là, un plan de formation qui est plus ambitieux et qui va au-delà de ces 83, nous viendrons solliciter le 4 pour vous accompagner. Donc je reviens tout de suite sur le 4. Alors, dans les répartitions du plan, vous avez évidemment des études promotionnelles qui sont pur plan, heu qui sont pas, demandées au titre du fonds mutualisé, aux études promotionnelles. Alors j'ai fait le calcul hier, hein, je crois qu'on est à 10 millions d'euros, je peux pas l'afficher là sur mon écran. On a 10 millions d'euros en fait sur la prise en charge, des études promotionnelles au titre du FMEP. On doit être à 5 millions d'euros d'études promotionnelles pur plan. C'est-à-dire, en fait, il y a pas d'accompagnement de la NFH et sur les logiques, en fait, des 80-20, les 20 qui restent représentent 3 millions ou 2,5 millions, si j'arrondis à 3, mais 2,5 millions dans cette logique de 80-20, donc c'est normal. J'avais arrondi aussi les 10 millions, on était plutôt de l'ordre de 10,5 millions, donc on est, voilà, sur cette logique de 80-20, ce qui fait 18 millions pour l'année 2024 en tout et pour tout consacrés aux études promotionnelles. La formation continue, le fameux FC que vous voyez sur la partie, plan formation. Voilà, typiquement des actions de formation de courte durée, qui, sont éligibles, et qui permettent, au regard en fait de critères qui sont, fixés par le national et par le législateur, le fait d'avoir un organisme Hadopi par exemple, ou d'avoir un organisme, DPC, un ODPC quand on touche en fait au DPC. C'est la petite partie que vous voyez en fait en bas, à gauche. On a des prépas à concours, on a en fait de l'action de formation en situation de travail, quoiqu'elle est peu, hem, utilisée en fait cette, AFEST au sein des établissements publics de santé. Pourquoi? Parce qu'on s'autorise le droit à l'erreur en fait en faisant de la FEST et pour 80 de l'effectif, on gère du patient. Donc aller s'écrire qu'on s'autorise le droit à l'erreur quand vous gérez du patient, c'est quand même un peu touchy. Alors on pourrait faire de la FEST en fait sur les personnels logistiques, techniques, administratifs, peut-être un petit peu moins, sur, le personnel soignant. Le CPF, mais là pour le coup, il y a pas de fléchage de financement, c'est l'établissement avec la relation sociale qui est la sienne, les négociations sociales qu'il a pu opérer en son sein, qui permettent de déterminer s'il y a une enveloppe, dédiée du plan, pour financer le CPF ou pas. On le met là quand même, puisque c'est tout à fait possible. On peut avoir du CPF dès lors qu'il est qualifiant diplômant et qu'il est inscrit RNCP dans, le FQ et CPF, et on peut, dès lors qu'il n'est pas diplômant qualifiant ou inscrit RNCP, le financer au plan, et ce qui me fait amener, le 4 puisque, évidemment le plan de formation est limité à 83 de la masse salariale, et que, à force d'y mettre beaucoup de choses, on voit qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont inscrites, dans le plan, bah, souvent, on a moins de ressources financières, en fait, on a besoin. Donc le plan d'action régional, il a, 3 volets, 2 grands volets historiques, un troisième qui vient de se rajouter. Le premier volet, c'est le plan d'action régional, le PAR, donc ce que vous voyez en fait dans la colonne rouge du 4. Ce plan d'action régional, c'est une offre packagée. On a, fait une étude, un recueil de besoins auprès des établissements par typologie. On a regroupé en fait les attentes et les besoins des établissements. Parfois même, on fait la lecture directe dans les plans de formation puisqu'ils sont saisis sur notre base de données. Donc, on est tout à fait capable de recouper en début d'année les plans de formation des établissements pour dire: «Tiens, des établissements dans un mouchoir de poche ont le même besoin et potentiellement ils ne se sont pas parlé, donc on va leur dire et on va leur proposer de porter, cette action de formation au titre du plan d'action régional». Donc ce qui permet en fait d'avoir une offre, où on va chercher le prestataire, nous à la NFH, sur appel d'offres. On rédige un cahier des charges, on fait une démarche d'achat public, on attribue le marché sur 3 ans avec une année supplémentaire possible, et après on donne la possibilité aux établissements de s'en saisir. Aujourd'hui, au niveau national, puisque la NFH est une et indivisible, nous n'avons pas d'existence juridique au niveau de la délégation régionale ou même territoriale. Nous avons une seule existence juridique, c'est la NFH nationale. Nous sommes les représentants d'une association nationale, et donc du coup, quand on achète localement une action de formation et qu'on attribue un marché, on attribue un marché pour l'ensemble de la France.
Donc ça veut dire que chacun ne fait pas un achat sur le même intitulé, chacun dans son coin, puisqu'on serait en dehors des marchés publics et donc évidemment, ça crée de temps en temps des petites complications puisque les établissements préfèrent travailler en local, on l'entend très bien. Mais si c'est Bordeaux qui a acheté en fait, avant, la délégation de Bourgogne sur un contenu, bah, on sera obligé de prendre en fait le prestataire, bordelais si c'est un bordelais qui a été retenu. Alors souvent, c'est des gros organismes qui ont vocation à travailler au national. Mais il se peut qu'on ait aussi des organismes qui sont positionnés au niveau régional. Alors monsieur Tessori, du coup, il y avait une question, je voulais pas vous couper, mais il y a une question qui est liée à ça, donc j on va peut-être la prendre en relais, qui était justement sur le périmètre de lancement des marchés en disant que, il y avait plutôt des périmètres de marchés, nationaux et pas régionaux et de savoir si c'était vraiment le format d'achat, de l'ANFH. Vous avez déjà partiellement répondu, mais du coup, J'ai répondu, mais on n'a pas d'existence. On n'a pas d'existence juridique locale, on a une existence juridique nationale et en fait, si on achète très localement, sur un marché qui n'a que vocation à répondre aux besoins du territoire ou de la région, bah, quelque part, ça oblitère en fait les capacités des autres délégations à acheter puisqu'en fait le marché étant attribué localement, et consommer. ça oblige les autres délégations après à revoir avec le prestataire faire un avenant par rapport au marché s'il n'avait pas coché, puisqu'en fait, quand il répond à l'appel d'offres, il coche toutes les délégations. Il y a 26 délégations territoriales, 9 délégations régionales. Il coche les délégations dans lesquelles il peut agir et il y a des fois, il ne coche pas. Il y a des délégations où il ne veut pas agir. Ça arrive par exemple pour les DOM-TOM, il ne souhaite pas aller dans les DOM-TOM, et malheureusement, si les DOM-TOM ont besoin de cette action-là, mais en fait, elles sont obligées de passer par le marché qu'on a attribué en Bourgogne. Et donc du coup, il faut revoir avec le prestataire pour dire: «Vous êtes vraiment sûr, vous pouvez envoyer personne, dans les DOM-DOM?» parce que là, en fait, on est complètement bloqué, du fait d'avoir un marché qui est ouvert en Bourgogne. Voilà pourquoi on le fait au niveau national pour éviter d'avoir ces problématiques-là et on le fait de temps en temps en régional, mais sur des marchés, à niveau, moindre. C'est-à-dire qu'en fait, on demande 3 devis, on est plafonné à 30 000 à 40 000 €. C'est un marché de type 1, on demande 3 devis et on attribue très localement pour à répondre à un besoin qui est vraiment spécifique et qui n'a pas vocation à être repris, au niveau, national. Si on achète par contre au niveau national, on passe par la plateforme d'achat qui s'appelle La Formule. La Formule, alors ça c'est La Formule, le nom de l'outil s'appelle comme ça, heu, répertorie tous les achats qui ont été, passés par toutes les délégations. On doit avoir aujourd'hui 1 200 intitulés de formation qui sont dans la formule et le plan d'action régional, en fait, aujourd'hui, le format, c'est de dire, vous avez un besoin, vous êtes 3 4 à avoir le même dans un périmètre de proximité. Nous allons, nous, ou vous pouvez le faire aussi, regarder dans la formule s'il y a un marché qui est ouvert qui permettent de répondre à ce besoin. S'il n'est pas il est pas couvert ce besoin par un marché ouvert et ben, on fera une démarche d'achat. C'est nous qui rajouterons en fait dans la formule une action de formation, un autre intitulé qui ne s'y trouvait pas et s'il s'y trouve, en fait, c'est un marché à bon de commande. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas de convention. On passe directement une commande avec un bon de commande auprès de l'organisme qui avait été retenu. Des fois, ils sont plusieurs. On peut très bien, allotir ou avoir un marché multi-attributaire, pour la simple et bonne raison que l'organisme qui répondait, qui était bien, mais n'était pas avec une grosse dimension, d'effectifs, pouvait pas satisfaire toutes les délégations qui allaient solliciter. Donc on préfère en avoir 3 4, ce qui permet en fait de ne pas, s'entendre dire: «Bah non désolé, je suis booké pour l'année 2025, il faudra revenir, me voir en 2026, mais je vous mets dans la boucle, machin». Voilà, donc ça permet en fait d'avoir des réponses, assez rapides auprès des établissements pour, heu, accompagner l'effort de formation de l'année. Alors souvent, on a une longueur d'avance, on essaye de là, cette année, comme tous les ans, on va commencer à réfléchir en juin au plan d'action régional 2026 pour éventuellement, s'il y avait des achats à opérer, les réaliser sur le 2e semestre pour être OK to go à partir du 1er janvier. Alors effectivement, quand on est un organisme de formation, il faut avoir, pour, principe d'aller regarder régulièrement sur la formule, les appels d'offres qui y sont déposés. C'est lourd et on n'a pas le choix. On a été contrôlé par l'IGAS qui s'est offusqué qu'on ne faisait pas forcément des marques tout le temps, sur tous les dispositifs. Donc, à partir de maintenant, on le fait systématiquement et on comprend bien que pour un gros, c'est plus facile que pour un petit organisme de proximité. Voilà, c'est malheureusement, en fait, une iniquité qui s'introduit par l'obligation de marché public.
C'est plus facile, mais c'est aussi vrai par la certification Qualiopi, hein, les le législateur aujourd'hui veut que ça soit plutôt des grosses structures assez, solides, qui dispensent de la formation et a plutôt tendance à dégager ou à faire en sorte que, les formateurs occasionnels, qui avaient peut-être un organisme de formation et très peu d'effectifs pour pouvoir, dispenser la formation, disparaissent. C'est pas nous qui l'avons, introduit, c'est le système qui est ainsi fait. Alors Donc le pape je des une question, ouais. j'évoquais vos questions. C'est du coup, c'est très clair et merci parce que ça éclaire les logiques d'achat et je pense que, du coup, par rapport à la question, ça permet, de voir, quelle est l'organisation. J'en profite parce qu'après on va aller sur, d'autres, dispositifs dans le cadre du schéma. Il y avait des questions sur le CPF et sur les études promotionnelles. Peut-être juste avoir une illustration, des formations qui sont éligibles sur les études promotionnelles, quelques exemples. Et puis, il y avait une question sur le CPF. Vous avez dit que du coup, en fait, il y avait un système de décrémentation par rapport à la demande qui était faite, d'une formation certifiante, mettons, et qu'il y avait pas forcément du lien avec le nombre d'heures, qui étaient sur le compteur. La question, c'est de savoir finalement le CPF, est-ce qu'il est encore bien aux mains de l'agent? Heu Est-ce que, du coup, il y a des priorités peut-être par rapport à la logique de l'utilisation sur le temps de service? Il y a une question autour de, voilà, l'utilisation du CPF. Alors je réponds déjà sur la partie EP, puis je viens sur le CPF, ensuite. Sur les EP, c'est tout simplement, en termes d'illustration, en fait, je vais vous donner les 2 diplômes qui apparaissent le plus souvent. Oh pardon, j'ai fait un petite manip. Je suis en train de virer une petite poussière sur mon clavier. Hem, heu, les 2 diplômes, en fait, qu'on voit le plus couramment, en demande, c'est, aide-soignant et infirmier. Donc une ASH ou un ASH, il se trouverait en situation, de travail depuis un certain temps et qui aurait peut-être en codécision. C'est là où en fait, ça répond un peu aussi à la question du CPF, parce qu'on peut avoir des EP dans le CPF, c'est du qualifiant, c'est du diplômant et c'est inscrit RNCP. Donc c'est tout à fait possible aussi de passer des EP dans le CPF. En réalité, je vais schématiser parce que je suis pas encore arrivé au CFP. Il y a une contrepétrie qu'on n'a pas désirée entre le CPF et le CFP, j'y viendrai après. Mais pour faire en fait très schématiquement, l'EP, elle répond à un besoin institutionnel. On espère en tout cas que ça soit le cas. On a eu beaucoup, par le passé de candidats qui passaient des concours en candidat libre et qui arrivaient la bouche en cœur auprès du service RH pour demander de ne pas perdre le bénéfice du concours sur une étude promotionnelle d'IDE, l'infirmier diplômé d'État. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pas du tout tenable parce un infirmier diplômé d'État dans la durée, c'est 3 années universitaires, 4 années civiles. La dernière année, c'est, janvier-juin. Ça nous coûte en moyenne dans une fourchette entre 130 000 et 150 000 € pour un seul agent. Donc il n'est pas question de passer ces concours en candidat libre et d'arriver la bouche en cœur à demander en fait le financement d'une action de formation qui coûte 150 000 €, on est bien d'accord. Ça passe maintenant obligatoirement par un processus de sélection interne, d'autant plus qu'on a mis en place et on continue à le faire, de la formation, préalable à l'entrée en formation parce que passer un concours et rentrer en formation, c'est 2 choses complètement différentes. Et on peut avoir en fait des personnes qui sont des soignants très aguerris dans leur métier, mais il y a un changement de posture qui est attendu pour l'activité, le métier d'infirmier, avec des unités d'enseignement de type, pharmacologie, biologie, qui n'ont jamais vu en fait avant d'entrer en formation, sur lesquels ils vont être immédiatement en difficulté, voire en échec, c'est-à-dire redoublement, voire abandon. Donc il faut les préparer, les accompagner, de façon à non pas garantir, ça ce serait trop fort de le dire, mais au moins améliorer les chances de réussite, de cet agent qui rentre en formation et qui va, être confronté à des unités d'enseignement qu'il n'a jamais vues. Alors la pharmacobiologie, c'est quand même quelque chose de dense et de sérieux, avec des calculs de doses, donc sur lesquels il ne faut pas se tromper. Vous donnez 1 gramme de paracétamol, vous allez donner 10 grammes de paracétamol, vous tuez votre patient. 10 grammes de paracétamol, c'est létal, ça détruit le foie, et après si on ne vous greffe pas, vous êtes foutu, quoi. Donc il faut évidemment pas se tromper, c'est des unités d'enseignement qui sont, difficiles pour des gens qui ne les ont jamais eues, donc il faut les préparer en amont. Donc on les accompagne, et ils peuvent
Par contre, dire: «Bah, moi, j'ai codécidé avec mon employeur», et c'est là où on va se retrouver, en fait, dans le CPF. C'est-à-dire qu'en fait, oui, effectivement, l'institution pourrait avoir un besoin. En réalité, madame Martin, vous n'êtes pas prioritaire, par rapport à cette formation puisque, il y a 2 personnes devant vous qui le demandent depuis plusieurs années et on préférerait les passer elles, plutôt que vous le passez vous. Sinon, c'est-à-dire que vous passeriez devant tout le monde, sans attendre, ce qui n'est pas, très, correct, pour ces personnes. En revanche, si vous souhaitez mobiliser vos heures de CPF, nous pouvons demander, si vous en êtes d'accord, à la NFH, de financer votre étude promotionnelle au titre du FQ-CPF. Voilà un peu comment ça peut se passer. Donc en fait, en réalité, schématiquement, les EP du FMEP, c'est une réponse à un besoin institutionnel. Le FQ-CPF, c'est une codécision entre l'employeur et l'agent sur un départ. Oui, bon, c'est intéressant, mais bon, j'avais pas prévu ça au plan. Si vous étiez en accord pour mobiliser vos heures CPF, je pourrais éventuellement, puisque vous êtes sur une qualifiant du diplômant, demander à la NFA de le financer au titre du FQ-CPF. Donc là, on est sur de la codécision et on le verra tout à l'heure, le CFP, c'est une démarche qui est totalement, en fait, dans les mains de l'agent. L'employeur n'a qu'une autorisation d'absence à donner, il n'a même pas de droit de regard, en fait, sur le choix de la formation. Donc là, on est vraiment, heu, projet agent, perspective d'évolution qui ne concerne, n'intéresse que l'agent et pas l'établissement. Donc en fait, dans la lecture de gauche à droite, c'est établissement, institution, au centre, vous avez codécision, 50 en fait de part et d'autre en fait d'intérêt et l'autre côté complètement à droite en fait un intérêt qui est purement personnel, qui est d'ailleurs pas forcément, d'ailleurs souvent, en dehors de la fonction publique. C'est une reconversion, je suis en oncologie, ou en soins palliatifs depuis, 20 ans. J'en ai marre de voir des gens qui vont, mourir et qu'on peut pas sauver. Ça m'a usé. Je voudrais devenir apiculteur, et me mettre au vert et profiter de la vie, et de pas être en lien avec les malades et ça s'entend et donc il y a un dispositif qui, le permet, c'est le CFP, mais j'y viendrai par la suite. Je sais pas si j'ai répondu à la question en fait en matrioshka entre le FIET Je et pense que du coup, on voit bien les différences en termes d'initiative et qu'effectivement, ça met du sens dans ce que vous évoquiez sur le fait qu'il y a des particularités de gestion du CPF, au niveau de la fonction publique hospitalière. Mmh. exactement, bah, oui, parce qu'en fait, comme c'est pas monétisé, et en fait, la monétisation à 5 000 ou 8 000 € n'aurait pas de sens parce que les diplômes sont beaucoup plus chers que ça. Donc si on plafonnait effectivement à 5 000 €, je suis pas sûr que si on expliquait aux agents que oui, la NFH prend 5 000 €, mais tout le reste est à votre charge, ils seraient très à même, en fait, de partir en formation. En réalité, là, on leur dit: «Bah», et alors, on est quand même beaucoup plus intéressé dans le FQCPF puisque les études promotionnelles du FMEP permettent, en fait, de satisfaire des, formations, qualifiantes diplômantes, enfin, diplômantes pour le coup, inscrites, dans la liste des études promotionnelles. On préfère largement dans le FQCPF mettre des diplômes qui ne sont pas des diplômes de soins. Mais on en a quand même. On en a quand même parce qu'il y a des établissements qui vont nous dire: «Bah oui, madame Martin qui est aide-soignante, souhaite absolument devenir infirmière. Nous, on n'a pas de poste. On n'aura pas nécessairement, en fait, la possibilité de la nommer à l'issue de la formation et donc ça serait quand même un gâchis d'argent et d'investissement pour elle, de la former jusqu'à l'obtention du diplôme et de la réintégrer dans notre établissement au métier d'aide-soignant, puisqu'on n'a pas la possibilité de la nommer». Donc là, pour le coup, la codécision, au titre du CPF paraît, juste et logique. Heu, bon, voilà comment ça fonctionne. Donc je parlais du PAR tout à l'heure et c'est important de venir sur le 4, 2 minutes parce que je le disais tout à l'heure, le FQ-CPF en fait a des limites, budgétaires, évidemment puisqu'on prend 2,1 de la masse salariale, sur les établissements et sur ces 2,1 on prend 7,1 qui sont affectés au FQ-CPF. Hem, mais vu qu'on a de plus en plus, en fait, d'études promotionnelles, je le disais, tout à l'heure, en demande, on est obligé à un moment donné d'inviter les établissements à codécider les départs en formation, avec les agents et de ne plus demander de manière, je dirais, unilatérale, dans le cadre, en fait, d'une démarche, institutionnelle
au titre du FMEP, mais de dire: «Bah oui, c'est intéressant, votre évolution, passe par une étude promotionnelle. Est-ce que vous seriez en accord pour consommer des heures de CPF là-dessus?» Et ce qui nous permet en fait de ventiler, c'est simplement pour nous de soulager l'effort financier, qu'il y a sur le FMEP, au titre du FQ, et de réalimenter en fait le FQ et CPF par du 4. C'est-à-dire qu'en fait, on a une enveloppe qu'on peut prendre et c'est donc la deuxième chose, je parlais tout à l'heure du PAR et des actions qu'on achète et qu'on déploie. Le deuxième item, c'est de transférer une part du 4 vers le FQ-CPF pour augmenter l'enveloppe et donc nos capacités de prise en charge. Mais ce qu'on cherche finalement à faire quand même dans le FQ-CPF, c'est pas prendre du diplôme de soins, c'est prendre, du, CAP blanchisserie, c'est de prendre des diplômes qui sont destinés à accompagner aussi dans l'évolution professionnelle les agents, des services techniques, administratifs, logistiques. Les agents qui sont en soins ont déjà une capacité de formation, ça s'appelle le FMEP. Donc on imagine que pour le FQ-CPF, enfin on espérerait que pour le FQ-CPF, ça soit la solution de financement des formations diplômantes qualifiantes pour des personnes qui ne sont pas en fait dans des métiers de soins, tout simplement. Voilà. Mais malheureusement, la demande sur des diplômes qui ne sont pas des diplômes de soins est faible et c'est beaucoup des études promotionnelles en fait qui nous sont demandées dans le flux. C'est pour ça que vous les voyez en premier là-haut sur la colonne FQ-CPF. La dernière, le dernier item du 4, c'est en fait un transfert aussi qu'on fait, puisqu'en fait, c'était pas prévu pour ça au départ, au titre du contrat d'apprentissage. Puisque le ministère, en lançant le contrat d'apprentissage dans la fonction publique hospitalière, avait donné des enveloppes financières qu'il ne nous a pas données l'année suivante. Donc en fait, il nous a laissé nous débrouiller avec. Donc on a lancé une savonnette sur une toile cirée. On a invité les établissements à nous exprimer leurs demandes en matière de contrat d'apprentissage. Ils l'ont fait. L'année suivante, évidemment, le volume avait augmenté puisque après avoir goûté une première fois au contrat d'apprentissage, ils se sont mis à avoir une sorte de systématisme de recrutement, des apprentis et c'est là où le ministère a dit: «Bah non, en fait, il va falloir vous débrouiller avec vos fonds». Donc on a pris dans le 4 une enveloppe et cette enveloppe, elle sert à couvrir, les, coûts pédagogiques uniquement, des, des apprentis, qui nous sont demandés en prise en charge. Alors, c'est le national qui a déterminé en fait les modalités de prise en charge. On a en fait un montant par diplôme. Plus le diplôme en fait est élevé, plus, l'accompagnement financier est fort. Ça repose sur un postulat, c'est que plus en fait vous êtes, sur un diplôme, élevé et plus ça coûte cher. Alors c'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été pensé, et donc du coup, sur un master, on est à 7 500 € maximum et si on est sur un CAP, on va être à 3 500 €. Heu et les établissements n'ont pas de limitation jusqu'à présent de contrat, au regard, en fait, des cotisations qu'ils nous versent. On étudie en commission les demandes et on attribue, en fait, au regard de l'enveloppe, disponible, heu, les fonds sur la prise en charge des dossiers et jusqu'à présent, on n'a pas été à défaut en fait, où on a dû faire des arbitrages, et de dire: «Bah non, là celui-là, nous on peut pas le prendre puisqu'on a plus en fait d'argent». C'est en fait, on s'est débrouillé pour avoir suffisamment d'enveloppe et couvrir le besoin. Sauf que, alors c'était la première année, là on en est quasiment à la troisième. Sauf que l'année 2024, on s'est fait un peu peur parce qu'en fait les établissements dans le recueil de besoins nous expliquaient qu'ils n'avaient pas de contrat et in fine nous présentaient 12 apprentis en financement. Alors, en termes de pilotage budgétaire, je peux vous garantir que c'est l'enfer. Quand vous demandez en début d'année aux établissements, qu'il y en a qui vous disent: «Non, vous inquiétez pas, j'aurai pas de contrat» et que finalement ils vous en présentent 12, ça change un peu la donne. Donc, les partenaires sociaux de la NFH, les instances ont choisi de limiter un petit peu l'emportement de certains établissements, en indiquant qu'on priorisait d'abord et avant tout sur les diplômes techniques, logistiques, administratifs. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas non plus court-circuiter la voie, promotionnelle au sein de l'établissement. Un agent qui attend depuis 15 ans de bénéficier d'une EP et qui verrait arriver une aide-soignante, financée sur l'apprentissage, ça ne va pas forcément bien se passer au sein de l'établissement, donc on essaye de préserver ça. Ça ne veut pas dire qu'on l'écarte, c'est-à-dire qu'en fait, priorité est faite, mais c'est pas exclusif.
En deuxième lecture, si des fonds, en fait, sont encore disponibles après, ce 1er critère, on prend des diplômes de soins. Alors c'est pas forcément que des aides-soignants, mais ça peut être des aides-soignants, uniquement sur la première année et pas sur les autres années. Ça c'est en fait tout simplement pour inviter l'établissement à avoir une logique de cofinancement, exactement comme on lui a demandé de le faire au titre des études promotionnelles du FNEP. Voilà. C'est pas open bar, on demande à la FH, c'est financé à 100. C'est pas en fait, en réalité, il y a pas de gratuité, l'établissement qui se verrait prendre en charge à 100 pourrait considérer que c'est un peu gratuit, mais il y a bien quelqu'un qui paye et il faut donner en fait une impulsion auprès des établissements de cofinancement pour bien se rendre compte en fait des volumes que nous gérons. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs sur la règle des 80-20 au titre des EP, puisque j'avais des EHPAD, moi, fut un temps où j'avais, 18 demandes d'aides-soignants. 18 demandes en une seule année. Et c'est évidemment impossible de les absenter en formation, mais ils avaient des logiques un peu perverses, c'est-à-dire qu'ils en demandaient beaucoup pour en avoir un peu. Alors en fait, moi, un jour, j'ai une directrice qui m'a dit: «Bah oui, je vous en demande 16 pour être sûr d'en avoir 5». Bah, je lui dis: «Si vous êtes sûr de faire partir 5, demandez-moi en 5. Dites-moi simplement que vous êtes sûr de les faire partir, que derrière vous êtes sûr de les nommer et on fera un effort, significatif, en ce sens. Pas la peine d'en demander beaucoup pour se garantir d'en avoir un maximum, ça marche pas». Donc depuis qu'on a fait ça, bah, on a réduit, significativement la liste des demandes. Il y a un arbitrage qui est fait auprès de l'établissement sur un principe de méritocratie et de capacité à rentrer en formation et ça marche plutôt bien. On a vu de manière significative une réduction, des échecs sur les IDE, les infirmiers diplômés d'État et on est, en financement, quasiment sûr, à 100 sur les demandes en fait qui sont exprimées pour les aides-soignantes, parce qu'on en demande tellement que de toute façon, on finance quasiment toutes les aides-soignantes. En parallèle de ça, et je le disais tout à l'heure, mais c'est moins un dispositif, acté, c'est plus, au cas où, une fois qu'on aurait mis une enveloppe dans l'apprentissage, mis une enveloppe en fait dans le transfert FQ-CPF et financé du part et qu'il nous resterait encore de l'argent, et ben, on a la possibilité de mobiliser cet argent pour faire de l'accompagnement financier à l'effort de formation du plan. C'est-à-dire qu'en fait, on donne un abondement, l'établissement se voit, allouer une enveloppe, au regard de ses capacités à l'utiliser dans l'année, puisqu'en fait, on n'est pas sur du pluriannuel. Voilà, l'établissement dit: «Bah, monsieur Testori, j'ai fait mon calcul, 83 ça refait 400 000 €, mais j'aurais besoin en réalité de 425 000 €, sinon il y a un dossier que je ne vais pas pouvoir, mettre en œuvre alors qu'il est, absolument indispensable. J'aimerais bien penser cette année». Dans ces cas-là, je fais passer en commission sa demande et les 25 000 € qui lui manquent peuvent lui être, attribués. Alors ça arrive de m de manière ponctuelle, évidemment, il peut pas le prévoir comme un budget, supplémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tous les ans, une demande et ceux qui ont déjà été servis l'année dernière et bien servis, parce que 25 000 € ça c'était bien servi, évidemment, sont pas prioritaires l'année suivante. Et en fait, on 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 joue avec un roulement. On l'a plutôt mobilisé sur des petits établissements. Il y a des établissements qui ont 25 000 € de plan. Évidemment, 25 000 € de plan, c'est pas comme, le CHU de Dijon qui doit être à plus de 3 millions, quoi. Donc, évidemment, on accompagne plutôt les petits avec ce dispositif. J'en viens au DPC médical. Alors, ce DPC médical, il est spécifique aux médecins. C'est arrivé en 2013. C'est la mobilisation de l'article 52 de la loi HPST, hôpital, patient, santé, territoire, qui, dit que les médecins ont une obligation, alors au départ en 2013, annuelle de participation à un contenu de DPC. Alors évidemment, absenter tous les médecins d'un hôpital tous les ans, et c'est évidemment pas possible et puis il n'y a pas que les médecins qui sont concernés par le DPC puisque toute personne qui fait du soin à l'hôpital est concernée par le DPC. Le législateur a revu sa copie et maintenant il s'agit de parcours, réalisés sur 3 ans. Donc le DPC médical depuis 2016, il n'est plus tous les ans, mais une fois tous les 3 ans, avec évidemment une action de formation. Il y a aussi des analyses de pratiques, professionnelles qui leur sont demandées, des APP, mais la partie formation est financée sur des cotisations qui ont été, introduites en 2013. Donc là, vous les avez 0,5, 0,75. Alors quelle est la différence? 0,75 pour ceux qui ne sont pas des CHU. Pourquoi? Parce qu'on considère que les CHU participent déjà à la formation des médecins et donc on leur demande pas un effort aussi important que ceux qui ne
participe pas ou participe moins, parce que de toute façon tout le monde a des internes, en médecine au sein des établissements, sanitaires. Mais le CHU a ce rôle en fait de formation universitaire. C'est pour ça qu'on leur demande 0,5 de contribution et sur tous les autres qui ne sont pas CHU, 0,75. Ces fonds sont mutualisés à la source et nous permettent en fait d'avoir une enveloppe globale qu'on répartit au regard des adhérents. Tout le monde n'est pas adhérent au DPC médical, c'est une cotisation volontaire. Le plan aussi est une cotisation volontaire. Le 0,6 ne l'est pas. C'est écrit dans le dur que tous les ans, l'établissement, s'il a un numéro FINES, qu'il est établissement public de santé, il verse en fait 0,6 de la masse salariale au titre du SMEP à l'ANFH. Il n'a pas le choix de le faire. Pour le 2.1, c'est pas vrai. Il peut choisir de l'autogérer. En réalité, au niveau national, on doit être à 99,9% d'adhérents. En Bourgogne, on est à 99, il manque le 0,9. J'ai que 2 établissements qui ne sont pas encore adhérents, c'est 2 foyers de l'enfance. Pourquoi ces 2 foyers de l'enfance n'adhèrent pas? Bah, tout simplement que les foyers de l'enfance, en fait, ont une gestion un peu particulière. Ils ont, une reconnaissance, établissement public de santé et en même temps, ils sont, sous l'administration de la territoriale. Donc du coup, la territoriale, c'est le CNFPT. Les administrateurs, en fait, des foyers de l'enfance ne comprennent que le logiciel du CNFPT, ne comprennent pas comment fonctionne la l'ANFH et donc du coup, ils sont pas très à même de, choisir de cotiser à la l'ANFH. Voilà. Voilà pour la et je ne sais pas, hein, mon avis personnel que je vous livre, c'est ni plus ni moins la réponse qui m'a été donnée par un directeur qui n'adhérait pas en disant: «Bah non, monsieur Testori, moi mes agents sont habitués au CNFPT et ils ont peur de perdre la main, en fait, si on cotise à l'ANFH, puisqu'en fait, vous n'avez pas du tout les mêmes logiques. Les logiques de 83 de taux de retour, de fonds mutualisés, voilà, c'est pas le modèle qu'on connaît et donc du coup, comme ils ont peur, en fait, de perdre la main, ils ne cotisent pas cher». Donc sur le DPC, on a une enveloppe supplémentaire qui est alimentée par la taxe industrie pharmaceutique, la TIP, qui est prélevée, comme son nom l'indique, sur les industries pharmaceutiques et qui, vient abonder, en fait, les cotisations pour améliorer, les capacités de départ des médecins. Alors cela dit, cette taxe industrie pharmaceutique, elle est peu ou pas enfin, elle est pas, je peux pas dire qu'elle est pas utilisée. Elle est peu utilisée, par, les établissements individuellement. C'est-à-dire, en fait, dans l'enveloppe globale, oui, c'est consommé, mais si je regarde dans le détail, tout le monde ne consomme pas de la même manière, la taxe industrie pharmaceutique. Pourquoi? Parce qu'elle est directement liée à l'obligation d'aller chercher un programme sur le site de l'Agence nationale du DPC, la NDPC, et de s'inscrire en fait dans quelque chose d'extrêmement rigide et les médecins, à partir du moment où vous leur proposez quelque chose de rigide, en fait, ils n'y vont pas. Donc ils vont plutôt utiliser des actions de formation classiques de type plan, dans le cadre du DPC, inscrites dans le cadre d'un parcours et ils vont moins facilement utiliser des actions de formation qui sont déposées sur le site de la NDPC. Ce qui fait que comme la taxe industrie pharmaceutique est fléchée sur des actions de DPC déposées sur la NDPC, on les utilise un petit peu moins. J'en viens, au dispositif et aussi vous avez des questions parce que comme je vois pas les questions, en fait, je vais pas m'arrêter de vous expliquer, en fait, le petit schéma. La la prochaine question, elle porte sur le bilan de compétences, donc comme vous allez y revenir sur le schéma, je vous la poserai avec, le CFP et le bilan de compétences. Alors, CFP, congé de formation professionnelle, rien à voir avec le compte personnel de formation. Alors, c'est un dispositif spécifique de la fonction publique hospitalière. C'est attaché à l'agent pour toute sa carrière. Car en fait, une fois qu'il a consommé ses droits, il ne les renouvelle pas. C'est 720 jours de droit à demande. Évidemment, tout est droit à demande, hein, c'est pas droit à financement, puisque tout passe en commission paritaire, tout est étudié au regard de l'enveloppe, dont on dispose. Évidemment, c'est pas, un guichet ouvert où parce que je demande, je vais avoir. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Donc, l'agent qui a un projet, peut demander à la NFH un financement. Dès lors qu'il a demandé préalablement à son établissement une autorisation d'absence sur la durée de la formation, nous donnons en fait un accord que si préalablement il y a eu en fait une autorisation d'absence. Parce que s'il a un accord et qu'il est finalement pas autorisé à s'absenter, finalement les fonds que nous avions réservés pour lui restent disponibles et du coup en fait l'arbitrage est biaisé puisqu'on a potentiellement refusé un autre dossier pour des raisons de fond, et alors que l'agent en fait ne pourrait pas partir parce qu'il n'aurait pas l'autorisation d'absence. Donc en fait on fait les choses à l'envers, enfin dans l'autre sens. D'abord l'autorisation d'absence et après les accords de prise en charge.
Je vais vous faire une illustration, ça évitera d'avoir peut-être une question. Heu, j'ai deux beaux projets en tête qui m'ont bien plu, moi, sur le CFP depuis que je suis à la NFH. J'avais un infirmier psy qui, avait suivi la première année de formation pour devenir pilote de ligne et ça coûtait 19 000 € par an de coût pédagogique, hein, 19 000 € de coût pédagogique et il arrivait auprès de la NFH, avec un dossier de CFP en disant: «Moi, je suis inscrit dans un cursus de formation, je pensais pouvoir y arriver, mais je n'y arrive pas, à le financer. Est-ce que vous pourriez m'aider, en fait, à aller au bout, en fait, de cette formation, en prenant en charge une partie, de l'enseignement, toute ou partie de l'enseignement?» Donc, il était, quasi major de promo. Je ne sais pas si d'ailleurs il n'était pas major de promo, en fait, dans sa formation. Donc on y a cru, il avait un beau projet, on y a cru, donc on lui a financé les années, suivantes, dans la limite des 720 jours. Et aujourd'hui, il est instructeur de vol chez Airbus à Toulouse et donc il a évidemment sa licence, de vol et pour maintenir parce il lui faut un certain volume d'heures, par an pour continuer à piloter des avions. Bah, Airbus, qui démonte les appareils intégralement tous les 20 ans pour changer les pièces, lui demande d'aller récupérer les avions qui sont sur les tarmacs de différents aéroports sans prendre de passagers, le ramener en fait dans l'usine de Toulouse et pour y être démonté et donc ça lui permet de maintenir, sa licence de vol et donc le type en fait est passé d'infirmier psy à instructeur de vol sur des simulateurs de vol à Toulouse et garder en fait son brevet de pilote, sur A320, en allant, chercher des avions pour pouvoir en fait en faire la maintenance. Voilà, c'est un beau projet. Deuxième beau projet qui est moins, qui est moins compliqué, que celui que j'ai exposé avant. On avait un aide-soignant, je crois que c'était à Avallon, qui à un moment donné, en avait marre et voulait monter un camion à pizza dans son village. Donc, il est arrivé auprès de la NFH et d'ailleurs cet exemple-là, il illustre aussi notre démarche d'accompagnement. Il voulait faire une formation à l'Institut de la pizza, c'est un Italien qui a monté ça, ça vaut une fortune. C'est à Paris, donc il fallait lui payer, une double résidence sur toute la durée de la formation. Enfin, c'était assez compliqué, financièrement, mais pourquoi pas? Sauf que quand j'ai discuté avec l'agent en lui disant: «Mais c'est quoi en fait, l'investissement matériel pour un camion pizza? C'est quoi en fait, le, le la marge que vous allez, dégager pour chaque pizza? Est-ce que vous connaissez vos prix de revient? Est-ce que vous connaissez en fait, est-ce que vous avez identifié vos fournisseurs?» Il savait répondre sur rien. Donc on lui a dit: «Non, on ne prendra pas en charge cette formation tant que vous n'aurez pas été auprès de la CCI, vous faire accompagner sur la rédaction d'un business plan». Donc il a différé son départ en formation d'une année, il a fait son business plan. Alors le business plan était super bien construit. Donc du coup, là, on lui a donné un accord 1 an plus tard. Il a fait sa formation à l'Institut de la pizza. Il a monté son camion de pizza, je ne sais pas si c'est à Vallon ou ailleurs. Et aux dernières nouvelles, ça a tellement bien marché, il a vendu son camion pizza, il a acheté une pizza emportée en dur et il a 5 serralés. Voilà, donc typiquement, le genre de dossier qu'on accompagne dans le CFP. C'est-à-dire qu'en fait, la commission veille à qu'il y ait une finalité professionnelle, par rapport à la formation que l'agent veut suivre. C'est lui qui choisit, c'est son projet. D'ailleurs, c'est très corrélé maintenant avec, le CEP, le conseiller en évolution professionnelle. D'ailleurs, c'est la conseillère en fait en dispositif individuel qui accompagne les agents sur le CFP et la même personne qui en fait a mission de CEP. Donc elle accompagne les agents depuis le début, sur le projet et ça permet en fait d'arriver in fine à, présenter son dossier en commission, obtenir un financement, le voir partir et opérer une reconversion, avoir une activité professionnelle. Heu, alors ça a pas toujours été vrai puisque moi quand je suis arrivé à l'ENIFAH il y a 14 ans en arrière, j'avais des dossiers qui commençaient par, passionné depuis toujours par le cheval, je voudrais faire une formation équithérapie, machin, machin. Sauf qu'en fait, la réalité, professionnelle de ce départ en formation, elle était quand même discutable. On avait beaucoup en fait d'agents qui, une fois qu'ils revenaient en fait de formation, réintégraient leur établissement exactement au même endroit en fait qu'ils étaient précédemment. Donc maintenant, on leur demande d'être beaucoup plus au clair avec
les options, des fois, Karine, ma collaboratrice qui, accompagne les dossiers, leur demande d'aller, regarder sur internet, en fait, dans le périmètre sur lequel ils veulent s'établir, les offres d'emploi et de faire la démonstration que, il y a des offres et que ce métier-là est recherché plutôt que d'imaginer qu'on va, un matin devenir, potier dans son village, alors qu'on est au fin fond de d'un territoire où il y a, pas de clients, en fait. Donc ça serait très sympa, en fait, de lui dire: «Bah, oui, allons faire de la poterie, allez faire de la poterie aux frais de la NFH». Sauf qu'en fait, cette formation a une vocation quand même de reconversion et si on peut pas vous garantir que vous allez vous payer un salaire, on sera moins bienveillant, enfin, c'est pas bienveillant, mais on sera moins à même de vous accorder ce dossier que si vraiment, on y croit et qu'il y a un vrai salaire à se verser, par la suite. Et je dis ça, il y a des gens qui, voulaient cultiver des herbes, aromatiques, dans leur village, sauf qu'ils étaient, très clairs sur leur business plan, puisqu'on leur a demandé aussi et c'est arrivé, de financer des dossiers, de formation pour que des gens, en fait, deviennent, des exploitants, et qu'ils développent en fait leur business d'herbes aromatiques ou de je ne sais quoi, c'est arrivé aussi. Donc voilà, le CFP, répond à cela. Pour le bilan de compétences, on a une démarche un peu différente, c'est-à-dire qu'en fait on considère alors d'ailleurs le bilan de compétences, la sémantique est pas très bonne puisqu'on fait pas l'état des compétences des gens, c'est plus un état d'appétence, que de compétences. Faire la cartographie des compétences, c'est déjà suffisamment compliqué, mais on aime bien que le bilan de compétences permette à l'agent d'affiner, de construire son projet. Donc c'est pas qu'on le systématise, c'est qu'en fait on l'invite quand il a encore en fait des questions et des doutes, à rentrer en formation avec un bilan de compétences, fait, ce qui permet de clarifier le projet qu'il va nous présenter. Alors, pourquoi je dis c'est un peu différent? Parce qu'en fait, ça passe en commission pour ratification. En réalité, ça n'attend pas, que la commission statue. C'est-à-dire qu'en fait, quand un agent a un bilan de compétences à faire et que la formation derrière, va commencer par exemple en septembre et qu'il demande un bilan de compétences en début d'année ou en fin d'année, précédente, on ne lui dit pas: «On attend la prochaine commission», on lui dit: «Bah, on va vous financer votre bilan de compétences et on fera ratifier à la prochaine commission le fait que vous avez fait un bilan de compétences». Alors, fut un temps où on avait en fait des agréments, une sorte de répertoire, de référencement des organismes de formation. Heu, Aujourd'hui, on n'a, plus, cette démarche-là. En fait, on travaille avec tous les centres de bilan, heu, dès lors, en fait, on a un feedback, positif, et qualitatif de la part des agents qu'on suivi, en fait, ces bilan de compétences. C'est sûr que quand on a un feedback négatif, on va pas conseiller aux agents d'aller s'inscrire sur un bilan de compétences qui a été pas forcément bien accompagné. L'AVE, c'est, un dispositif qui est à peu près identique. C'est-à-dire qu'on est sur, une ratification par la commission, de la démarche de VAE, et pour le bilan de compétences et la VAE, c'est quasi, systématique. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas à dire non à un agent, sur la VAE que vous voyez là au titre, en fait, du CFP, c'est bien de la VAE en dehors du temps de travail, alors que sur la VAE que vous voyez au titre du plan, au titre du D1, vous le voyez à côté de FC, heu, vous avez en fait, pendant le temps de travail. Il reste la dernière, case, c'est les études promotionnelles. Là, c'est typiquement, en fait, un agent qui, lui, dans sa démarche personnelle, veut, être formé pour, avoir un autre métier et ce métier n'existe pas ou n'a pas vocation à être créé au sein de l'établissement et donc du coup, la seule façon d'y répondre, là, c'est un peu différent du C du FQCPF, en ce sens que il y a pas de codécision possible. L'établissement, il dit: «Bah, non, enfin, moi, vous me demandez, en fait, une formation de moniteur éducateur, par exemple. J'ai pas de moniteur éducateur en mon sein, je c'est pas mon activité. Donc du coup, il faudra partir et aller dans un autre établissement pour pouvoir, utiliser cette, formation, ce diplôme, cette qualification et donc du coup, ça a tout son sens, en fait, de le poser,
au titre du CFP pour la simple et bonne raison que, c'est pas du plan, ça peut pas être du plan. Alors qu'en réalité, pourquoi le FQCPF est pris sur le 2.1? Parce que cette codécision fait que ça pourrait être du plan. En fait, l'établissement pourrait très bien dire: «Je suis d'accord avec votre projet, je l'accompagne. Cela dit, ça va venir un petit peu oblitérer mon plan de formation». C'est-à-dire qu'en fait, je vais devoir réserver des fonds pour votre départ que j'aurais réservé finalement et pour votre départ et vous seul, que j'aurais réservé pour potentiellement pour un groupe et plutôt que de faire ça, on propose de le passer, sur le 7.1, c'est-à-dire en fait sur des fonds mutualisés. Alors que sur le CFP, ils pourraient pas le faire. Ils diraient: «Bah non, en fait, comme le métier n'existe pas chez moi, vous n'avez pas vocation à être nommé chez moi, je vais pas commencer à aller prendre de l'argent sur le plan de formation pour former des gens qui n'ont pas de vocation». Et on le verra dans la slide d'après, ça sera vraiment la conclusion. La mobilisation des savoirs et savoir-faire en situation de travail font compétence. Si en fait, il y a pas de mobilisation des savoirs, les savoirs seront perdus et c'est pas intéressant ni pour nous ni pour lui, en fait, d'aller acquérir des savoirs qu'il perdra, parce qu'il les a pas mobilisés. Alors, on s'approche de notre horaire de fin. Il y a quand même 3 questions qui tournent autour de tous les sujets qu'on vient d'aborder sur les dispositifs. Je vous les propose. Il y avait une question sur lorsqu'un agent effectue un bilan de compétences, puisqu'on était sur ce sujet-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir des fonds mobilisés, dans le cadre du CPF? Alors, je pense que vous avez partiellement répondu aussi par rapport à la question de la codécision. Oui, mais on lui fait pas consommer ses heures de CPF sur le bilan de compétences puisque c'est financé de toute façon quoi qu'il arrive, donc il y a aucun intérêt à lui faire sauf si l'établissement voulait le faire, mais comme c'est en fait là dans le dispositif CFP une démarche purement agent, l'établissement n'en a même potentiellement pas connaissance. C'est juste qu'en fait, il a juste l'autorisation de s'absenter pour aller suivre une formation ou un bilan de compétences. Mais en réalité, même le résultat du bilan de compétences ne sera jamais communiqué, en tout cas dans le bilan de compétences qui est fait au titre du CFP, ne sera jamais communiqué à l'employeur. Alors qu'on pourrait avoir effectivement un bilan de compétences qui pourrait être inscrit au plan, où l'employeur dit: «Bah, moi, j'aimerais bien quand même en avoir en fait, connaissance». Là, c'est pas du tout le cas. Donc il y a pas de consommation des heures de CPF pour faire du bilan de compétences au dans les fonds, en fait, c'est le 0,2, parce que je sais pas si en fait, moi, je vois votre photo, votre vidéo, mais peut-être que je peux la décaler. Oui, si, je peux la décaler. Voilà, c'est 0,2 de la masse salariale, pardon. 0,2 de la masse salariale qui, couvre tout ça, le CFP, le bilan de compétences, la VE, donc on n'a pas nécessité à lui faire consommer ces heures. Autre petite question, sur le CFP, est-ce qu'on est forcément sur un projet en dehors des métiers de la santé? Non, non, puisqu'en fait, on peut faire des EP comme vous le voyez, c'est non, non, pas du tout. Par contre, là où finalement on pourrait avoir à refuser un dossier, c'est que l'établissement nous dise: Non, non, ouais, sur le plan de formation, ça m'intéresse pas de le passer parce que, j'ai pas, il y a pas d'intérêt pour moi en fait à l'inscrire au plan. Et puis des fois, quand on lit le projet de l'agent, il nous explique que, dans le cadre de ses fonctions, l'établissement a réfléchi à mettre en place, en fait, un projet et que, pour porter ce projet, ça serait bien que l'agent soit formé. En réalité, c'est au travers de l'explication du projet de l'agent qu'on comprend, en fait, que c'est un projet institutionnel, que c'est mécaniquement un projet institutionnel. Donc là, en règle générale, on dit non, parce que ce qui est du plan reste au plan et les tentatives de passer ce qui est au plan au titre du CFP en consommant des droits auprès de l'agent, qui, ne lui sont pas restitués, on n'aime pas beaucoup et on le fait pas. De la même manière que sur les études promotionnelles, quand on a un agent qui nous dit: «Bah, moi, je voudrais faire un diplôme d'aide-soignant au titre du CFP, on va plutôt lui conseiller de le faire au titre du FQCPF en consommant ses heures de CPF. Pourquoi? Parce que comme ces heures-là, enfin ces droits CFP, une fois qu'il les aura consommés, il les aura plus. Le jour où il aura envie de se reconvertir, ne plus être aide-soignant, il aura plus cette possibilité de le faire. C'est en fait comme il aura déjà consommé ses droits sur l'acquisition d'une étude promotionnelle, pour, être nommé aide-soignant, il n'aura plus la possibilité de faire, en fait, de la formation reconversion parce qu'il aura plus le droit. Donc là, on active les manettes et on dit: «Préférez consommer des droits CPF et de pouvoir financer votre étude promotionnelle d'aide-soignant sur le FQICPF», ce qui vous maintient l'intégralité de vos droits au titre du CFP au cas où que vous ayez en fait un désir de reconversion ou que vous ayez l'obligation de le faire, par exemple, à la suite de troubles musculo-squelettiques, par exemple, eh bien, vous serez très content, en fait, de les avoir.
Alors, ce qui répond aussi à une question sur la différence entre plutôt choisir les études promotionnelles côté dispositif individuel, CFP, si le projet correspond à l'accès à un métier inexistant chez l'employeur. Oui, exactement. Parce que consommer des droits pour finalement, 1, qu'il y ait pas de finalité derrière, donc c'est-à-dire, en fait, comme on lui restituera pas, c'est quand même très pénible pour lui comme pour nous, de savoir que ces droits ont été consommés, que ça conduit à rien et en même temps, c'est bien le travail que fait la NFH de, optimiser les fonds en regardant, en fait, la nature de la demande, la finalité du projet et d'activer les leviers, en fait, de mettre les dossiers parce qu'on voit bien des EP partout là, hein. Vous voyez des EP, au 06, au 2.1. Alors le DPC médical n'est pas concerné par les EP, puisqu'en fait, ils sont médecins. Mais, et au 02. Bah, en fait, c'est notre boulot au regard de ce qui nous est demandé et de la finalité de la formation, de dire: «Bah, c'est plutôt là ou plutôt là qu'il faut le mettre», et de pas bêtement, en fait, parce que c'est un toc, hein, de demander à l'agent de consommer ses droits pour ne pas avoir à les financer, ça pourrait être un toc, mais en réalité, c'est pas lui rendre service, c'est pas se rendre service non plus, donc on le fait pas. Dernière question avant nos quelques mots de conclusion. Quelqu'un nous dit, par rapport à la question du bilan de compétences, on revient sur le bilan de compétences, si je comprends bien, ça veut dire qu'un agent peut contacter la NFH en direct, sans en informer son supérieur et son institution, pour pouvoir financer un bilan de compétences sur ses heures personnelles? Oui. Il a pas l'obligation si, en fait, s'il est sur des heures personnelles, il a pas l'obligation de prévenir son employeur. Par contre, dans le cadre d'un dossier de CFP, il aura l'obligation d'avoir une autorisation d'absence parce que s'il a une formation de 2 ans où il est absent et qu'il y aura un maintien de la rémunération, alors je ne suis pas rentré dans les détails, mais la rémunération est maintenue, à 85 pour les catégories B et A et à 100 pour les catégories C. Évidemment qu'il a l'obligation de passer par son employeur. Mais pour le reste, l'employeur est pas forcément concerné. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure que c'est bien un dispositif individuel qui est vraiment à la main de l'agent. Ça passe dans les mains de l'établissement pour une autorisation d'absence, mais quand il y a pas d'autorisation d'absence à demander, parce que ça se fait en dehors des heures de travail, bah, il y a pas de raison, en fait, de passer par l'employeur. Merci beaucoup. On a épuisé les questions. Alors, il y en a une dernière et ça sera vraiment la dernière parce qu'on a déjà, un petit peu, augmenté notre timing. Est-ce que le financement d'une formation peut être possible pour un agent en arrêt maladie? Procédure d'inaptitude à son poste. Bah, là, il faut qu'on soit cohérent. C'est-à-dire qu'en fait, s'il est inapte au travail, il est pas forcément apte à aller en formation. Il faudra en fait que l'agent soit réintégré le jour du démarrage de la formation pour pouvoir bénéficier. On étudie le dossier quand il est en arrêt, il y a pas de souci. On va potentiellement lui donner un accord, mais ce que font les établissements en accord avec nous, c'est qu'ils le réintègrent souvent la veille d'ailleurs, c'est pas le jour même, souvent la veille du 1er jour de la formation pour qu'il soit en situation de travail. Parce que je rappelle qu'il y a un maintien de la rémunération sur le CFP et que s'il est bah, à un moment donné, la rémunération est pas topée par la NFH. C'est-à-dire on donne pas d'accord. Donc en fait, là, il est réintégré en situation de travail, même s'il est en formation. Dès lors qu'il commence, en fait, il va aller en formation, il ne sera jamais, en fait, en poste et ça lui permet de suivre la formation et ça lui permet, en fait, de répondre. On le fait notamment pour les gens qui sont en inaptitude et qui sont en arrêt maladie depuis, je ne sais pas combien de temps et qui anticipent le fait que l'établissement ne pourra, à un moment donné, rien lui proposer et que, cet arrêt à longue durée, va devoir, à un moment donné, s'arrêter. Heu et qu'il faut trouver une solution et donc on leur permet en fait d'être réintégrés au démarrage de l'action formation pour la suivre dans son intégralité, dès lors qu'il n'y a pas en fait de contre-indication médicale de la part du médecin. Merci beaucoup. Heu, On se laisse un petit point de conclusion en 2 minutes. ouais, alors je vous ai montré, mais je ne sais pas revenir en arrière. Tout à l'heure j'avais en fait la main, mais là je ne l'ai plus. Comment je oui, je fais comme ça. En conclusion, en fait, c'est tout ça, toutes ces actions de formation que nous finançons. Je voulais en fait, faire un petit point alors sur de la taxonomie de Kirkpatrick, là j'enfonce des portes ouvertes, je vais pas vous faire un cours sur ça puisque c'est souvent largement connu. Là où je veux attirer votre attention, c'est que, heu, souvent les agents partent en formation, heu, sans même savoir pourquoi ils y vont. Je parle du plan, hein, je parle pas de démarche individuelle. Il m'arrive d'ouvrir des sessions de formation au titre du PAR, d'accueillir les stagiaires, d'ailleurs bienvenue, on est content de vous avoir en fait en formation. Qu'est-ce que vous êtes venus chercher dans cette formation? Et d'avoir des agents qui disent: «Je sais pas, c'est mon cadre qui m'a demandé de venir».
Donc si on prend la taxonomie de Kirkpatrick, réaction, ou satisfaction, en fonction de la façon dont on pose les choses, bah, elle est faible, à part le fait qu'il ne soit pas à l'hôpital pendant 2 jours, 3 jours, que les collègues étaient sympas et qu'ils aient mangé au restaurant plutôt qu'à l'hôpital pendant ces 3 jours, la réaction, elle est faible. Il y a des apprentissages, oui, j'ai appris des trucs, même si je ne sais pas pourquoi j'étais là, j'ai appris des trucs et c'est vraiment au niveau de la zone de transfert que la question va se poser, c'est, d les ancrages mnésiques que j'ai développés durant cette formation. C'est-à-dire, en fait, ce que j'ai retenu, sachant qu'on ne retient pas 100 de ce qu'on a vu et que même si, en fait, on a un groupe qui a vu la même chose, individuellement, ils ne retiendront pas la même chose. En fait, ça on a potentiellement un groupe homogène et qui de finalement sort de formation, en n'étant pas si homogène que ça, puisqu'en fait, on ne retient que ce qu'on avait pour appétence ou pour intérêt, et ce qui ne nous a pas intéressé, en fait, on ne le retient pas. Et ben là, dans la zone de transfert, cette mobilisation des savoirs et des savoir-faire ancrés en situation de travail n'existant pas, ça nous fait arriver à la diapo suivante, la courbe des bingos, qui dit que tout savoir qui n'est pas mobilisé en situation de travail est perdu. Alors ça questionne quand même, l'efficience du système parce que mettre 2,1 de la masse salariale, dans le plan de formation tous les ans, ça représente 1,2 milliard de fonds de formation gérés par la l'NFH au national, d'accord? 1,2 milliard. Si on ne se pose pas la question de savoir la réintégration, comment elle s'opère et est-ce qu'il y a, au regard de la courbe de l'oubli, une réactivation des savoirs? On le voit là, vous le voyez, c'est le petit hélicoptère, la petite fusée, machin, qui permet de dire: «Si je ne mobilise pas ces savoirs, est-ce que je les réactive de manière à ne pas les perdre?» C'est quand même un sujet. Et le dernier sujet, le fameux: «On a toujours fait comme ça». Moi, quand je suis arrivé à l'NFA, j'ai fait le tour de mon équipe en disant: «Mais pourquoi vous faites comme ça? Je comprends pas». «Ah, mais on a toujours fait comme ça» et on m'explique, en fait, quand je vais voir les établissements, que c'est exactement la même chose qu'on entend dans les établissements. On a toujours fait comme ça. Le changement, c'est pas naturel. Et si vous envoyez une personne en formation sur un groupe de 10, le principe de conformité au groupe fait que la personne qui a été la seule formée n'arrivera jamais à bouger, en fait, les habitudes de travail des 9 qui ne sont pas partis. C'est-à-dire qu'en fait, la personne part en formation, découvre qu'elle ne savait pas, sait maintenant qu'elle peut faire mieux, revient dans son établissement en ayant cette, ambition, cette, volonté de changer et d'avoir 9 personnes en face qui vont pas permettre de lui faire. Et quand vous faites en fait un bilan à froid, de la réintégration des ancrages physiques en situation de travail, elle vous dit: «Bah ouais, si, c'était intéressant, sauf que j'ai pas pu en fait le faire parce qu'en fait mon équipe n'a pas voulu, n'a pas, permis en fait qu'on ait, le moindre changement en fait dans les habitudes de travail, dans la pratique». Alors moi, en conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour moi, le cadre de proximité est un vecteur important dans le management de la compétence, et que, on devrait normalement, débriefer en équipe de la réintégration de ce qu'on a appris pour accompagner le changement. Alors en fait, d'avoir l'idée qu'une personne va en formation qui finalement ne pourra rien faire parce que comme tout le monde n'a pas été formé et pourquoi tout le monde n'a pas été formé en même temps en tout cas? Parce qu'on ne peut pas absenter toute une équipe, en formation et laisser le patient en fait sans soignant. Donc en fait, on va soit les envoyer de manière différenciée, ils vont tous faire la formation mais pas au même moment ou alors ils vont en fait, on va en envoyer 2 et puis en considérant que ces 2 là, introduiront le changement dans une équipe de 10. On le voit, ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il y a un vrai sujet de former les cadres au management de la compétence pour débriefer en équipe de la réintégration des apprentissages, pour être sûr, je reviens en arrière, qu'on n'ait pas la courbe des bingos et qu'on ait effectivement à dire des choses dans la zone de transfert et qu'on ait la capacité de l'évaluer. Parce que moi, je suis dans la formation continue depuis 25 ans. J'ai fait 6 branches professionnelles différentes dans ma vie professionnelle. J'ai toujours entendu dire que, c'était très compliqué d'évaluer les effets de la formation. En réalité, c'est pas compliqué, il faudrait simplement avoir une démarche un peu posée, avec une échelle, avec une mesure en amont, une mesure en aval. Mais qui le fait? On va nous dire qu'on n'a pas le temps, on va nous dire que, c'est compliqué. Quand vous faites de la formation auprès des cadres, ils vous répondent: «Bah oui, c'est vachement bien, j'ai la formation management, c'était super. Par contre, j'ai pas le temps». Alors quand vous leur dites: «Mais pourquoi vous avez pas le temps?» «Parce qu'en fait, on est phagocyté par les plannings, on est phagocyté par le quotidien administratif, donc on n'a pas le temps
de faire du management. Donc ça pose aussi la question des organisations de travail. Voilà, donc je voulais amener en fait ces petites diapos en finalité, pour la simple et bonne raison que si en fait on envoie des gens en formation tous les ans et qu'on s'assure pas que, ils ont mobilisé leur savoir en situation de travail pour le transformer en compétences, qu'ils ne les ont pas oubliés si on les a pas réactivés. Je vais prendre juste, en 10 secondes un exemple, accouchement inopiné préhospitalier. Bah, en fait, une femme enceinte, en règle générale, est suivie et sauf si elle est sur un déni de grossesse, elle est suivie, on sait quand est-ce qu'elle va accoucher, elle arrive à l'hôpital, elle accouche. Mais il peut y avoir des fois où cette femme, commence en fait le travail à domicile. Donc on envoie en fait des urgentistes qui ne sont pas des accoucheurs, il n'y a pas de sage-femme, il n'y a pas de gynéco-obstétricien dans le camion. Au mieux, vous avez un urgentiste, au moins vous avez, un médecin, vous avez, une aide-soignante ou un infirmier. Arrivé sur place, en théorie, ça se passe bien. Elle accouche et on la rapatrie avec son enfant à l'hôpital, et ça se passe comme ça. Par exemple, à Mayotte, il y a, 1 100 accouchements dans un camion par an. On accouche beaucoup dans le camion à Mayotte, a priori. Donc les urgentistes ne sont pas du tout embêtés, d'accoucher les femmes dans des camions à Mayotte. Par contre, les urgentistes, en Bourgogne-Franche-Comté, pour eux, c'est une, activité très rare. En fait, ça arrive rarement d'avoir accouché quelqu'un, en fait, en dehors de l'hôpital et donc du coup, comme c'est rare, maintenir cette compétence en la réactivant, régulièrement, ça permet, en fait, de ne pas être surpris, de ne pas avoir de d'effet de sidération ou d'effet tunnel au moment où on arrive auprès du patient et c'est important parce que, la personne, oui, elle est formée, mais, donc comme on n'a pas réactivé, ça fait 2 ans qu'elle n'avait pas accouché quelqu'un à domicile, voire même depuis qu'elle a fait la formation, elle l'avait jamais fait. Bah, en fait, elle a un peu tout oublié et puis arrivée sur place, en fait, elle est complètement stressée, plus que d'ailleurs la famille qui est autour, et c'est compliqué. Alors si en théorie ça se passe bien, dans la vraie vie, vous pouvez avoir et un siège et une hémorragie postpartum et là, pour le coup, c'est la cata. Parce que vous êtes obligé d'avoir des compétences, très fines, pour ne pas, avoir une hémorragie, par exemple, voilà. Je termine là-dessus. C'est pour moi important et la NFH travaille là-dessus et ambitionne de mettre des outils en place pour évaluer les effets de la formation. Eh bien, Merci beaucoup. Oui, merci. c'était intéressant de faire ce point sur le transfert et sur l'évaluation. Eh bien, un grand merci à monsieur Testery pour cette présentation et puis, surtout aussi les illustrations qu'il a pu mettre en avant pour, ben, se confronter, davantage, à différentes problématiques, qu'il y a effectivement dans le milieu, hospitalier. Alexia, je te laisse, terminer peut-être, rapidement? Oui, comme d'habitude, hein, vous avez la petite enquête qui va s'ouvrir dès que vous quittez le webinaire. Merci de compléter les quelques éléments pour l'amélioration continue et n'hésitez pas à nous proposer un sujet pour un prochain temps fort. Très bien, merci beaucoup. Alors donc les temps forts bien continuent, hein, et le prochain épisode sera consacré à la préparation opérationnelle à l'emploi individuel avec France Travail. Donc, l'inscription est en ligne et on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir. À Bien, bientôt sur les prochains temps forts. une bonne journée à tous et toutes.